Dans sa prison, Ghislaine Maxwell va-t-elle enfin parler? Des barreaux et des murs, depuis 6 ans, c'est le seul horizon de cette femme. Ghislaine Maxwell est celle qui connaît tout de l'affaire qui fait aujourd'hui trembler les puissants du monde entier. Complice pendant presque une décennie de Jeffrey Epstein, le prédateur sexuel devenu aujourd'hui le plus célèbre de la planète est mort en prison en 2019. Dans la saga criminelle de ce multimillionnaire américain, Ghislaine Maxwell est désormais le seul témoin encore en vie. Ghislaine Maxwell était nodale, matricielle, centrale dans le dispositif Epstein. Ne pas comprendre cela, c'était passer complètement à côté de ce qui était finalement le cœur de l'enquête. Jusqu'à aujourd'hui, devant la police et la justice, elle a toujours gardé le silence. Mais ce matin, peut-être un espoir de confession. Les représentants du Congrès à Washington s'apprêtent à l'interroger en visioconférence dans sa prison du Texas. Le monde entier retient son souffle. Va-t-elle enfin tout dire? Car depuis plusieurs semaines maintenant, plus de 3 millions de documents, photos, emails récupérés par la justice dans les ordinateurs d'Epstein sont divulgués sur Internet. On y découvre une liste de célébrités planétaires stupéfiantes. Clinton, Trump, un ancien ministre britannique, Peter Mandelson. En Norvège, les emails de la princesse Mette-Marit font aussi trembler la monarchie. Et coup de tonnerre, un événement qui va ébranler le royaume britannique, l'arrestation de l'ex-prince Andrew au petit matin du 19 février. Tous les puissants du monde qui ont un jour correspondu ou ont rencontré Jeffrey Epstein tremblent de voir leur nom apparaître à la une des journaux. Alors, ce matin, Ghislaine Maxwell va-t-elle enfin livrer des détails, les secrets de cette incroyable folie criminelle, les mystères de ce réseau pédophile? Raconter ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu, ce qu'il se passait véritablement dans ces soirées. J'invoque mon droit au silence, en vertu du 5e amendement. Une fois encore, la complice de Jeffrey Epstein a donc opté pour ne rien révéler, mais en proposant un incroyable marché à la justice. Tout raconté en échange d'une grâce présidentielle. Prévenant à l'avance que les deux présidents, Trump et Clinton, sont innocents de tous méfaits. Elle dit, elle réclame, elle exige qu'en échange de sa parole lui soit accordée la liberté. Elle propose une sorte de pacte faustien qui consisterait à lui accorder un privilège de plus. C'est une illustration supplémentaire du caractère absolument diabolique de cette femme. Une femme amoureuse qui a choisi pendant plusieurs années d'accompagner pas à pas Epstein dans ses crimes et ses obsessions. Le premier témoin d'une incroyable affaire pédocriminelle inédite dans l'histoire des faits divers. Itinéraire d'un duo diabolique. « 2 juillet 2020, 6 heures du matin. 3 véhicules s'enfoncent dans l'épaisse forêt qui entoure Bradford, une minuscule commune rurale au nord-est des États-Unis. À leur bord, un commando d'élite du FBI, chargé d'une mission ultra sensible. C'est l'aboutissement de longs mois de traque. Bradford, c'est un village où il n'y a vraiment rien. Il y a juste une station-service. Un matin, les agriculteurs qui sont là dans les champs autour avec leurs animaux voient le FBI qui arrive. Ils n'avaient jamais vu ça. Le convoi roule vers une maison totalement isolée, devenue le refuge de la femme la plus recherchée du monde. Pas d'hélicoptère, pas de sirène. L'opération doit se dérouler dans la plus totale discrétion. Le FBI joue avec un effet total de surprise. Il y a seulement 3 voitures, il y a une douzaine d'hommes du FBI.
Il ne faut à aucun prix éveiller la méfiance de cette femme devenue maîtresse dans l'art de la fuite. Une fois sur les lieux, le commando se positionne stratégiquement pour bloquer toutes les issues. Mais au premier étage de la maison, la femme ciblée a entendu des bruits inhabituels. Sur la pointe des pieds, elle tente une sortie par l'arrière du bâtiment. Pas de chance, elle est interpellée in extremis par un agent du FBI. Ça va se passer en douceur. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas d'échange de coups de feu, etc. Le FBI devait frapper assez rapidement parce qu'ils avaient eu une information, qui était assez récente d'ailleurs, selon laquelle Ghislaine Maxwell risquait de prendre la fuite et de partir à l'étranger. Fin de partie pour celle qui a joué au chat et à la souris pendant près d'1 an avec la justice. Direction New York, où elle sera placée en détention dans une prison de haute sécurité. Elle ne pourra pas échapper à son procès, tout simplement celui d'un des plus gros scandales sexuels de l'histoire. Ghislaine Maxwell a été arrêtée par le FBI et présentée à un juge fédéral. Elle est accusée par de nombreuses victimes d'avoir aidé Jeffrey Epstein à se procurer des partenaires sexuels mineurs à de multiples reprises. Ghislaine Maxwell, une héritière franco-britannique introduite dans toutes les soirées mondaines. Et Jeffrey Epstein, un businessman américain immensément riche. Tous deux soupçonnés de s'être alliés pour le pire pendant plus de 20 ans. Ghislaine Maxwell n'était pas seulement la plus proche associée d'Epstein, elle l'a aidé à exploiter des filles qui pouvaient n'être âgées que de 14 ans. C'est un malade, c'est pas seulement le sexe, c'est le pouvoir, c'est jusqu'où je peux aller à maltraiter un être humain, jusqu'où je peux aller avec de l'argent. Le couple aurait aussi organisé des parties fines avec ses filles mineures et de nombreux amis très haut placés. Jeffrey Epstein, et c'était l'un de ses modes opératoires, arrosait absolument tous les hommes d'affaires. Bill Clinton et Jeffrey Epstein se connaissaient et des agents des Secret Service avaient baptisé l'avion de Jeffrey Epstein Air Force One, en référence à Air Force One, qui est l'avion présidentiel. J'ai été vendue à d'autres milliardaires. J'ai été vendue à des politiciens, à des professeurs et même à des membres de la royauté. C'était l'élite du monde. Mais alors, comment se fait-il que le scandale n'ait pas éclaté plus tôt et que la justice ait fermé les yeux quand les agissements de Jeffrey Epstein étaient connus dès 2005 ? 36 victimes, 18 mois de prison qui ne sont pas faites. C'est l'un des plus grands scandales judiciaires du 21e siècle naissant américain. Jeffrey Epstein aurait-il pu être protégé, puis lâché subitement pour des raisons jusque-là ignorées ? Ghislaine Maxwell, on sait que son père était un agent du Mossad. Est-ce que, dans ce cadre-là, Ghislaine Maxwell a noué ces liens-là avec Epstein ? À quel profit ? À quel bénéfice ? Cela pourrait-il expliquer le mystérieux suicide de l'homme d'affaires en août 2019, un mois seulement après son arrestation ? Jeffrey Epstein s'est pendu dans la prison de New York, arrêté récemment. L'homme d'affaires était pourtant placé sous une surveillance spéciale. La clé de l'énigme pourrait se trouver parmi les centaines de noms du petit carnet d'adresses de Jeffrey Epstein. Des milliardaires américains. Bill Gates fait partie du fameux carnet noir de Jeffrey Epstein. Et des personnalités françaises. Dans le carnet noir, on trouve plusieurs dizaines de noms français. Des gens réputés qui font partie d'une certaine élite française. Le couturier Azzedine Alaïa ou encore l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel. Ils habitent pas très loin l'un de l'autre, des deux côtés quasiment de la place de l'Étoile. Et Jeffrey Epstein rend souvent visite à Jean-Luc Brunel et inversement. Alors qui savait ? Qui profitait des invitations du couple Epstein-Maxwell ? Sexe, pouvoir et chantage, vous allez tout savoir
sur la sulfureuse affaire Jeffrey Epstein. Palm Beach, en Floride. L'histoire commence ce 14 mars 2005, par un coup de téléphone au commissariat de la ville. À l'autre bout du fil, une mère de famille. Elle semble en colère. Well, it was an incident that occurred maybe like three and a half weeks ago with one of my stepdaughters. Wednesday at school, who got into a fight and she had over $300 on her. Tout démarre en 2005 en Floride, à Palm Beach, où en fait une adolescente se bat dans la cour d'école. Elle est au collège et on l'arrête et sur elle on trouve $300. So after asking her what was going on, found out that ended up being that they went to Palm Beach to a gentleman's house and they start off by giving this gentleman a massage and he pays them if he likes them and he thinks that they're pretty enough, he keeps them around to do other things. Okay. Elle prévient la police en disant c'est pas normal, ma fille a 13 ans, elle a pas amassé un homme contre de l'argent, elle a été conduite dans la maison de cet homme visiblement très riche. Une affaire de prostitution de mineurs. L'heure est grave. Et elle ne se déroule pas dans les bas-fonds, mais dans une petite ville, on ne peut plus sélecte. Palm Beach, c'est une ville aux États-Unis qui est sur la côte de Floride, qui est connue pour être là où on va passer l'hiver quand on a beaucoup d'argent. Les Kennedy adoraient aller à Palm Beach. Donc il y a beaucoup ce qu'on appelle de old money. Se côtoient tous les milliardaires, politiques, hommes d'affaires, financiers, dans un entre-soi. Alors on s'invite les uns chez les autres. Pour être encore plus riches et faire des affaires. John Lennon a aussi possédé une résidence à Palm Beach. Et Donald Trump a réussi à s'y faire une place dans les années 80, quand il n'était encore qu'un jeune businessman. Alors, qui peut bien être l'homme riche, résident à Palm Beach, qui se livre à de la prostitution avec des jeunes filles? Lors de son appel, la mère de famille communique une adresse, l'une des plus huppées de la petite communauté, le 358 Elbrio Way. Bien à l'abri des regards, une somptueuse villa de 1300 mètres carrés, achetée $20 millions en 1990 par un financier bien connu à Wall Street, un certain Jeffrey Epstein. Très intrigués, les policiers ne sont pourtant pas au bout de leur surprise. En poursuivant leurs investigations dans l'entourage de la jeune fille agressée, ils découvrent qu'en réalité, ce sont des cohortes de mineurs qui défilent chez l'homme d'affaires. Jeffrey Epstein a, paraît-il, eu des liaisons avec plus d'une trentaine de jeunes filles mineures. I appreciate you coming down to talk to me. You're not in any trouble whatsoever. Okay, I just want to put that out there right now. How did you meet Mr. Epstein? They're friends. Convoquées une à une, ces jeunes femmes livrent invariablement le même récit. Un scénario qui ne laisse aucun doute sur les agissements de Jeffrey Epstein. Like 2 years ago or so. About 2 years ago? Yeah. When you first met him? Yeah. You were 17 then? Mm-hmm. What is it that you were told you would have to do? Give him a massage. Okay. Did he ask you to remove your pants, or Yes. what else happened when you were providing the massage? He took the towel off and started pleasing himself, which I was very uncomfortable with. Like, I wanted to leave right when I got there. Did you have intercourse with him? Et ce que les enquêteurs apprennent ensuite les laisse pantois. Jeffrey Epstein ne semble pas agir seul. Il aurait une complice, une femme, qui appartient elle aussi à la haute société. Ghislaine Maxwell, la fille d'un ancien magnat de la presse britannique. Cette femme serait la petite amie de Jeffrey Epstein. Et d'après les jeunes femmes interrogées, elle jouerait le rôle de rabatteuse en abusant de leur crédulité.
tous les témoignages des victimes, des survivantes, comme elles s'appellent aussi, d'Epstein, racontent le rôle de Ghislaine Maxwell dans le recrutement. Elle allait recruter des jeunes filles dans les salons de massage. Elle approche une jeune fille en lui disant « Si tu veux venir, j'ai un ami, il adore les massages, il te paiera très bien, il faut faire tout ce qu'il veut ». Elle flatte, elle essaie d'entraîner et après elle dit « Oui, tu pourras gagner de l'argent, tu seras bien traité, il faut juste simplement faire ce que Jeffrey veut ». Lorsqu'une jeune fille rencontre une femme, la première réaction, c'est de faire confiance, c'est de baisser les gardes, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une femme fasse mal à une jeune fille. Elle cherchait dans les agences de mannequins et ailleurs parce qu'il fallait fournir Jeffrey Epstein en chair fraîche, puisque lui disait qu'il lui fallait 3 orgasmes par jour. On a vraiment l'impression d'une femme prête à tout pour Jeffrey Epstein. Donc ça, c'est une organisation qui a été mise en place. Les dépositions des jeunes femmes auditionnées sont accablantes. Le couple opérerait ainsi depuis l'été 2004. Et il ciblerait un profil très précis, avec un total cynisme. Le système d'exploitation de pédocriminels de Palm Beach, il est d'aller recruter des filles qui sont vulnérables, qui ont des problèmes familiaux, qui sont déjà en rupture de la société, et de leur offrir de l'argent facile, tout simplement. Donc il y a une violence de classe réelle. Palm Beach est séparé par un pont. Il y a Palm Beach qui est l'île où vous avez les maisons des milliardaires, et il y a un pont, et il y a West Palm Beach où c'est les gens qui travaillent pour les milliardaires. Et les milliardaires, comme Epstein, quand ils veulent chercher des filles, ils traversent de l'autre côté le pont pour aller chercher des filles qui n'auront jamais les moyens de se payer un bon avocat pour se défendre en cas de problème. Avec en plus des filles qu'on pourra discréditer très facilement en disant « elles cherchent à m'extorquer de l'argent, à me faire chanter, enfin monsieur le juge, vous vous rendez bien compte, regardez qui c'est ». Donc c'est une façon de se protéger aussi, de choisir ces profils-là. Mais alors, comment Jeffrey Epstein a-t-il pu en arriver à être une des pièces maîtresses de ce réseau de prostitution ? Eh bien, vous allez voir que depuis son plus jeune âge, l'homme ne s'embarrasse pas des lois et ses méthodes sont souvent douteuses. Né le 20 janvier 1953 dans une banlieue défavorisée de New York, Jeffrey Epstein va très vite trouver la recette pour réussir plus vite que tout le monde. C'est un self-made man à l'américaine. Il est né dans Brooklyn. De parents très modestes. Ce petit gars de New York, dont le père bossait dans les espaces verts de la ville de New York. Le jeune homme est doué pour les chiffres. À 18 ans, il intègre le prestigieux institut de mathématiques de l'Université de New York, sans même passer l'examen d'entrée. Seulement, Jeffrey Epstein est paresseux. Après 3 ans d'études, il n'obtient pas son diplôme. Qu'à cela ne tienne, il va mentir sur son CV. Il est passé par l'Université de New York, il n'a aucun diplôme. Peu importe, il raconte à qui veut le croire qu'il a un CV extraordinaire et qu'il est diplômé de l'Université de New York. Jeffrey Epstein, c'est un mythomane. C'est quelqu'un qui a réussi sur la base de faux documents, et en tout cas de faux diplômes. Grâce à ce faux CV, Jeffrey Epstein décroche un poste de professeur de mathématiques et de physique à la Dalton School, une école privée de Manhattan, où il va enseigner aux enfants des riches banquiers new-yorkais. Et l'homme ne se contente pas de donner des cours. Son comportement vis-à-vis de ses étudiantes est déjà, à l'époque, pour le moins ambigu, comme le raconteront certaines d'entre elles des années plus tard, dans les colonnes du célèbre journal, le New York Times. Il se baladait dans les couloirs avec un manteau en fourrure, une chaîne en or et une chemise ouverte. Les étudiants considéraient M. Epstein comme un personnage inhabituel et déroutant, toujours à la limite de l'acceptable quand il rencontrait des filles. Mythomane et sûr de lui, Jeffrey Epstein parvient ensuite très vite à s'infiltrer dans la haute société new-yorkaise. Et à un moment donné, il va rencontrer des gens de Wall Street, etc., qui vont lui dire « Mais avec ton intelligence, pourquoi tu es simplement prof ? Et pourquoi tu viens pas avec tes équations, la manière dont tu vois les chiffres ?» À 23 ans, bingo! Jeffrey Epstein est recruté comme analyste financier par Alan Greenberg, le père d'un de ses élèves, patron de la grande banque d'affaires Bear Stearns. 4 ans plus tard, il en est nommé associé. Et très vite, il fait gagner beaucoup d'argent. Et donc, à Wall Street, quand on vous fait gagner beaucoup d'argent, vous montez encore plus vite.
Et là, il devient quelqu'un où on se dit, ce type est brillant. La réussite de Jeffrey Epstein est fulgurante grâce à ses méthodes peu orthodoxes. Et même si en 1981, l'homme est licencié pour un délit d'initié, il va rebondir. C'est alors qu'il fonde sa propre société de conseil en placement. Le timing est idéal. Ronald Reagan vient d'être élu. Wall Street est en pleine mutation. Les clients affluent. C'est une période complètement où tout change. Tout change parce que la réglementation financière change, que brusquement ça s'ouvre. Les années 80 voient une ouverture de la finance à toutes sortes d'acteurs qui n'existaient pas avant. Tout est permis, il n'y a plus de morale, ou plutôt précisément la morale, c'est de faire de l'argent. De l'argent. Jeffrey Epstein en gagne déjà énormément. Et il va encore passer un cap lorsqu'il va rencontrer, à 32 ans, un des hommes les plus riches des États-Unis, Leslie Wexner, le patron de la marque de lingerie Victoria's Secret, alors en pleine expansion. La rencontre avec Wexner, elle est fondamentale. L'homme d'affaires lui confie la gestion de sa fortune de 4 milliards de dollars. Wexner se prend d'affection comme un Américain puissant peut se prendre d'affection pour quelqu'un qui est un peu plus jeune, qui le fascine, et il va le faire monter très vite. Il va lui faire confiance très vite. Il est devenu le signataire de Wexner, donc il pouvait signer en son nom sur les affaires, donc une confiance totale. C'est-à-dire que Wexner lui donne les clés de la chambre du coffre-fort. Cerise sur le gâteau, le milliardaire fait preuve d'une générosité sans limite. Quelques années plus tard, il fait cadeau à Epstein d'un avion, mais surtout du plus bel hôtel particulier de Manhattan. 2000 mètres carrés dans l'Upper East Side, d'une valeur de 15 millions de dollars, que Wexner cède pour $1 symbolique à son conseiller financier. Des largesses qui, à l'époque, font tout de même grincer quelques dents. Les gens qui devaient connaître Leslie Wexner à l'époque et qui l'ont vu mettre sa fortune, sa fondation, tout ce qu'il avait gagné entre les mains de cet homme, il y en a qui ont halluciné de ce qui se passait. L'entourage de Wexner ne comprend pas comment Jeffrey Epstein a pu monter aussi vite en fait dans la confiance et puis dans les affaires. Une fois qu'il l'a rencontré, il l'a charmé. Mais charmé au sens... c'est mystérieux ça aussi. Jeffrey Epstein, c'est un animal social. Il va être pris sous son aile par des hommes influents qui lui trouvent d'abord une certaine beauté, il faut bien le dire. Il y a une espèce d'attraction sexuelle. Et si finalement il arrive à convaincre tout le monde et à se mettre un petit peu tout le monde dans la poche, les hommes comme les femmes, c'est grâce à cette espèce de facilité de dialogue qu'il a. Que ce soit en affaires ou avec les femmes, Jeffrey Epstein dispose donc d'un atout de taille, son incroyable pouvoir de séduction. Et c'est grâce à cela qu'à 39 ans, il va faire la rencontre qu'il attendait depuis longtemps, celle qui va l'introduire définitivement dans les très hautes sphères. Ce monde qu'on appellerait aujourd'hui le monde du 1%, un monde extrêmement puissant, où c'est pas $1 million qui fait la différence, c'est 100 millions de dollars, et lui, il veut aller là. Donc il lui manque la bonne personne. La bonne personne, il va la trouver. Et cette personne, contre toute attente, va aussi jouer un rôle de premier ordre dans sa vie intime. C'est une femme, elle s'appelle Ghislaine Maxwell. L'univers des grandes fortunes et des célébrités, c'est le terrain de jeu privilégié de cette franco-britannique, alors âgée de 30 ans, cadette d'une famille de 9 enfants et fille chérie du très puissant patron de presse Robert Maxwell, détenteur dans les années 80 de célèbres tabloïds anglais comme le Daily Mirror. Ça fait d'elle une personnalité intrigante, forte, intéressante. Elle est issue d'une famille donc, avec beaucoup d'argent, beaucoup de connexions. Son père connaissait la famille royale, elle a grandi à Oxford, elle est dans les meilleures universités, elle était amie à l'université avec le prince Andrew, donc elle a beaucoup de connexions. Elle est jolie, elle a du réseau, elle connaît tout le monde, elle a l'air intrépide, elle n'a pas l'air d'avoir froid aux yeux, elle a l'air de vouloir s'amuser. Seulement, quand Ghislaine Maxwell arrive à New York au printemps 1992, elle est plutôt déprimée. Son père est décédé quelques mois plus tôt dans des circonstances mystérieuses, en tombant de son yacht, le Lady Ghislaine, qui naviguait aux Canaries.
cette mort brutale, tragique, met Ghislaine dans l'embarras, puisqu'elle n'était pas non plus prête à hériter de cet empire, et elle était plutôt du côté de faire la fête. Son arrivée à New York, évidemment, c'est ce côté petite fille perdue, richissime, hein, mais quand même un peu déshéritée. C'est compliqué parce que l'empire était criblé de dettes. Malgré tout, grâce aux connexions de son père, Ghislaine trouve rapidement sa place au sein de la grande bourgeoisie new-yorkaise. Elle travaille dans l'immobilier de luxe, est invitée à toutes les soirées mondaines. Ghislaine Maxwell était amie avec les têtes couronnées, les financiers internationaux. Mais aussi des mannequins comme Naomi Campbell, des chanteurs comme Mick Jagger, ou encore la milliardaire Paris Hilton. Et c'est lors d'un gala de charité qu'elle tombe sous le charme de celui qui va très vite combler le vide laissé par la disparition de son père. Epstein, c'est quelqu'un qui est manipulateur, ça se voit à l'œil nu, il est à la fois riche et puis on voit bien que c'est pas un sentimental et ça ressemble beaucoup à son père. Elle a trouvé une espèce de mentor. C'est-à-dire qu'elle vient de perdre son père, Robert Maxwell, qui était le tout-puissant Maxwell, qui adorait sa fille. Elle a été élevée dans le culte de l'homme fort, dans le culte du milliardaire, dans le culte de l'homme qui compte, dans le culte d'un homme à qui on ne peut rien refuser. Et c'est cela qu'elle va vouloir recréer avec Epstein. Elle était dépendante d'Epstein plutôt qu'autre chose, et dépendante comme on est dépendant de la drogue. C'est-à-dire à la fois cette fascination pour la personnalité d'Epstein et pour son argent. Jeffrey Epstein, de son côté, voit vite son intérêt à se mettre en ménage avec la jeune héritière. Jeffrey Epstein, c'est aussi avoir de l'influence, évidemment du pouvoir. Et ce pouvoir, en fait, c'est peut-être Ghislaine Maxwell qui est cette main un peu discrète qui lui offre ce pouvoir-là, en fait. Jeffrey Epstein invite donc Ghislaine Maxwell à prendre ses quartiers dans l'hôtel particulier de la 71e rue, qui devient le lieu de rendez-vous du tout Manhattan. Être invité chez Epstein avec Ghislaine Maxwell, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on appartient au monde du succès. Ça veut dire qu'on appartient à des gens qui comptent. Chaque soir, Ghislaine Maxwell joue les entremetteuses avec des invités triés sur le volet. Le cérémonial est immuable. La maîtresse de maison fait tout pour impressionner les convives, souvent de richissimes hommes d'affaires, accompagnés de leur épouse. Ghislaine Maxwell accueillait les gens, tout le monde prenait un verre dans l'hôtel particulier somptueux avec un tigre qui était empaillé, qui était dans un coin, des tableaux somptueux. C'est un univers assez baroque, assez particulier, mais très opulent. Et autour d'une table dressée magnifiquement, les gens s'asseyaient et en général, Epstein arrivait. Et d'après ce qu'on m'a raconté, Ghislaine Maxwell disait toujours au moment où Epstein arrivait, il est tellement occupé, vous savez, il est tellement pris, il fait ses affaires, il travaille tellement. Ça, à New York, ça plaisait beaucoup, donc ça renforçait aussi le mythe qu'on était encore plus favoris, privilégiés d'être assis à ce dîner organisé par Maxwell et Epstein. Grâce à Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein entre donc maintenant dans la cour des très grands. Et il semblerait que le rôle de sa compagne ne s'arrête pas là. En effet, Ghislaine Maxwell se montrerait aussi très accueillante, avec des invités d'un tout autre genre. De très jeunes filles qui entrent et sortent de la demeure du milliardaire. Ça a commencé très tôt, dès les années 90-2000. Il y a des photos, évidemment, où on voit les jeunes filles sortir à moitié à poil dans la rue pour redonner les clés de la voiture à Epstein. Et à côté de l'hôtel particulier, il y avait des restaurants, tous français, où Epstein allait prendre ses cafés et tout le monde voyait Epstein avec des filles jeunes, très jolies et souvent mannequins. Mais il y avait beaucoup de jeunes et jolies avant d'être mannequins. Ghislaine Maxwell semble donc partager son compagnon avec toutes ces jeunes femmes sans que ça ne lui pose le moindre problème. Pire, d'après les témoignages des filles qui fréquentent le couple à l'époque, c'est elle-même qui serait chargée de les recruter à la sortie des lycées ou des écoles d'art. Voici ce que les Américains ont pu entendre un soir sur NBC News. Jennifer Arrows, l'une des victimes au sujet de sa rencontre avec Ghislaine Maxwell en 2001. Elle avait alors 14 ans. Il essayait vraiment de me connaître, de savoir où j'avais grandi, d'où je venais, avec qui je passais mon temps.
Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle pouvait vous aider pour votre carrière? Bien sûr. Quand vous y repensez maintenant, vous diriez qu'elle était une rabatteuse? Oui, tout à fait, certainement. Ghislaine Maxwell semblerait donc opérer en totale complicité avec Jeffrey Epstein, à qui elle procurerait toutes ses filles. Des témoignages comme celui-ci, il en existe des dizaines dans le dossier d'instruction visant les agissements de Jeffrey Epstein, à tel point que les juges ont requalifié les faits en trafic sexuel de mineurs. Commencé dans les années 90 à New York, ce manège se serait poursuivi pendant des années sous le soleil de Floride, en toute impunité. Et lorsqu'en 2005, la police de Palm Beach entame son enquête, le couple semble avoir plongé dans une spirale de débauche. En effet, à cette époque, Ghislaine Maxwell ne se contenterait plus de jouer les rabatteuses. Elle participerait elle aussi aux ébats avec son compagnon. Ghislaine, elle est active aussi. Non seulement elle recrute, mais elle consomme. C'est-à-dire que quand il y a des témoignages de ses survivantes, elle raconte avoir été au lit avec et Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Et que donc elle était extrêmement active aussi dans ses partouzes. Voilà. Et donc il n'y a pas seulement ce rôle de rabatteur, elle était aussi consommatrice. Seulement, pour assouvir les fantasmes du couple, Ghislaine Maxwell doit en permanence recruter de nouvelles filles. Et vous allez le voir, elle le fait à n'importe quelle occasion. Régulièrement, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell se rendent chez leur voisin Donald Trump, toujours à Palm Beach. Et lors de soirées mondaines, pendant que les hommes se rincent l'œil en toute décontraction, Ghislaine n'est jamais loin, toujours semble-t-il à l'affût de nouvelles proies. Virginia Roberts affirme avoir été recrutée en 2000 par Ghislaine Maxwell, à seulement 14 ans, précisément chez Donald Trump. Elle travaillait alors au spa du milliardaire. Selon elle, Ghislaine Maxwell aurait été jusqu'à la former à se comporter en parfait esclave sexuel. Ils ont immédiatement commencé à me former. J'ai appris à faire une fellation, à me taire, à être serviable, à donner à Jeffrey ce qu'il voulait. C'est Ghislaine qui s'est chargée de tout m'apprendre. Avec ces jeunes recrues, Jeffrey Epstein semble se comporter en bourreau intraitable. C'est ce que vont confirmer une à une les victimes auditionnées dès 2005. Les enquêteurs n'arrêtent pas d'enregistrer des témoignages de filles qui disent « c'est horrible, voilà ce qui s'est passé dans les massages, c'est pas possible, j'étais mineure, ils m'ont forcé, lui et ses amis à faire ci ». À un moment donné, il y a un témoignage qui va révolter un policier père de famille qui dit « voilà, il m'a attachée dans la salle de massage, il a pris des petits rasoirs, il a coupé sur mon corps et moi je ne voulais pas. Et il m'a dit qu'il allait me payer plus d'argent si j'acceptais, etc. » C'est un malade. C'est pas seulement le sexe, c'est vraiment le pouvoir. C'est jusqu'où je peux aller à maltraiter un être humain, jusqu'où je peux aller avec de l'argent, à baisser une jeune fille, un enfant. C'est vraiment cette puissance du psychopathe qui n'a pas d'empathie, qui va dire « moi, mon plaisir, je le prends à faire du mal ». Aucune plainte n'est encore officiellement déposée, mais les faits sont suffisamment graves pour que, fin 2005, la police mette Jeffrey Epstein sous pression. Epstein est convoqué, il doit s'expliquer. Could you please state your full name? Jeffrey Edward Epstein. Seulement, lors de son audition en 2006, Jeffrey Epstein se mure dans le silence, comme la Constitution américaine lui en donne le droit. I'm going to invoke my Fifth Amendment right. How many times have you solicited a minor for prostitution? Same answer. How many times have you solicited a minor for prostitution in the state of Florida? Same answer. Et finalement, c'est son domicile qui va parler à sa place. Il y aura aussi des investigations qui seront menées dans sa villa de Palm Beach qui vont révéler un certain nombre de preuves irréfutables, notamment des photos de très jeunes filles. Des photos. Et au fond d'une poubelle, une découverte qui en dit long sur les activités du propriétaire. Ce bon de commande pour des ouvrages bien particuliers.
Le 23 juillet 2006, sur décision du procureur qui se saisit de l'affaire, Jeffrey Epstein est finalement inculpé de 32 agressions sexuelles sur mineurs. Il encourt une peine de perpétuité. Tout le monde se dit, là, Jeffrey Epstein, c'est terminé, il va finir en prison. On ne rigole pas aux États-Unis avec les affaires sexuelles, avec les agressions sexuelles ou les viols. Les faits sont accablants. Pourtant, et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell vont passer à travers les mailles du filet de la justice américaine. De Palm Beach, Jeffrey Epstein organise très vite sa défense, et il sait y faire. Il prend les meilleurs avocats et il décide de prendre Alan Dershowitz. Il paye des milliers de dollars les meilleurs avocats. Il approche les avocats d'O.J. Simpson. Il approche les meilleurs avocats de la planète américaine. Il les paye des milliers de dollars. Alan Dershowitz, l'avocat star qui a réussi à faire acquitter le footballeur O.J. Simpson du meurtre de sa femme en 1994. L'homme de loi facture des honoraires astronomiques, mais qu'importe, Jeffrey Epstein peut compter sur les millions de dollars de son compte en banque, un atout énorme dans le système judiciaire américain. On est dans un système accusatoire. Ça veut dire qu'on a d'un côté le procureur qui attaque, qui accuse, et de l'autre, non pas un juge d'instruction, mais des avocats. Alors si vous êtes riche, vous avez un avocat, ou plutôt une armée d'avocats très puissants, avec des moyens colossaux pour contre-enquêter l'enquête du procureur. Si vous êtes pauvre, vous avez très peu d'avocats et très peu de moyens pour pouvoir contrer les accusations du procureur. Chose inimaginable en France, les avocats de Jeffrey Epstein entament alors une longue négociation avec le procureur, qui représente pourtant toutes les victimes identifiées du prédateur. Et vous allez voir qu'ils vont parvenir à retourner la situation avant même que Jeffrey Epstein ne comparaisse devant le tribunal. « 28 juin 2008, 2 jours avant l'ouverture du procès de Jeffrey Epstein. Bien à l'abri des regards, dans la suite d'un palace de Palm Beach. Alex Acosta, procureur général de Floride, et Alan Dershowitz, l'avocat leader de l'équipe Epstein, mettent la touche finale aux documents qui scellent leur accord. En jargon judiciaire américain, c'est ce que l'on appelle un plea deal. Le procureur Acosta demande donc à Epstein de reconnaître un délit mineur et lui garantit en échange une peine ultra allégée. Le plea deal est absolument non seulement délirant, mais scandaleux. Dershowitz et Acosta ont conclu sur un chef ou deux d'accusation d'Epstein, sollicitation d'une prostituée mineure. Alan Dershowitz est aussi un très bon avocat qui a su faire comprendre à Alexander Acosta qu'il fallait pas aller trop loin, qu'il fallait pas embêter son client. Lorsque Jeffrey Epstein pénètre dans le tribunal le 30 juin 2008, ses victimes ignorent tout de l'accord secret qui vient d'être passé. Mais elles vont vite comprendre que tout s'est joué avant. À la surprise générale, Jeffrey Epstein s'en tire avec une peine minimaliste, 18 mois de prison. Il a pris une peine dérisoire, il est classé comme délinquant sexuel, donc il doit quand même avoir certaines obligations, mais c'est tellement rien par rapport à ce qu'il a fait. La façon dont il a été jugé, c'est une justice de classe. Il n'est pas jugé comme un pédocriminel lambda. Il est jugé comme un riche qui a abusé un peu, mais bon, fallait pas se faire avoir comme ça, monsieur Epstein. Maintenant, bon, on va dire que vous faites un an de prison pour pas être emmerdé, mais arrêtez, on passe à autre chose. Jeffrey Epstein est entré en prison juste avant 10h ce matin. Il a plaidé coupable devant le tribunal. Il a accepté de purger une peine de 18 mois au centre pénitentiaire de Palm Beach. 18 mois de prison pour une trentaine d'agressions sexuelles sur mineurs. Du jamais vu. Et ce n'est pas tout. Jeffrey Epstein a obtenu que Ghislaine Maxwell ne soit jamais inquiétée dans cette affaire. Plus incroyable encore, l'homme d'affaires bénéficie d'un régime de détention
très spécial. Et ce qui est le plus hallucinant, l'aménagement de peine prévoit par exemple qu'il puisse sortir 6 jours par semaine pour aller au bureau, ce qui paraît complètement grotesque. Regardez ces images. Comme le veut la procédure américaine, Epstein doit devant ses juges montrer qu'il a bien compris les conditions de sa détention. Vous allez voir que même en prison, l'homme se montre encore arrogant et sûr de lui. Are you released from jail at some time? Do you have to report back to jail on a daily basis? Yes, I report back to jail at 8 p.m. Every single day? Yes, sir. And is it 7 days a week that you're out on work release? No, sir. How many days a week are you out on work release? 6. And of those 6 days, how many hours per day are you out on work release? 12. Et le détenu va s'arranger avec cette peine comme bon lui semble. Il a continué à voir ses assistantes, il a continué à faire venir des filles dans sa prison. On sait qu'il y a une fille qui s'appelle Nadia, qui était une blonde ravissante avec qui il avait eu une affaire. On sait qu'elle est venue le voir plus de 50 fois dans la prison. Le 22 juillet 2009, après seulement 13 mois d'emprisonnement qui n'en étaient pas, Jeffrey Epstein est placé en liberté conditionnelle. 36 victimes, 18 mois de prison qui ne sont pas faites. C'est l'un des plus grands scandales judiciaires du 21e siècle naissant américain. À l'époque, le scandale ne fait pourtant pas de vagues. Les victimes sont condamnées au silence. C'est donc avec un très large sourire que Jeffrey Epstein dit adieu au gardien de la prison de Palm Beach. Son avocat affirme ce jour-là qu'il veut tourner la page. Il est très heureux de sortir de prison. Il veut commencer un nouveau chapitre de sa vie. Un nouveau chapitre? Pas tout à fait. Car à peine sorti de prison pour Jeffrey Epstein, tout va recommencer. Exactement comme avant, sauf à un détail près. L'homme va déménager pour se cacher cette fois sur une île déserte. Bienvenue à Little St. James, dans les îles Vierges américaines, au cœur des Caraïbes. Un caillou d'à peine un demi-kilomètre carré, posé sur des eaux cristallines, inaccessibles et surtout protégé des regards indiscrets. L'île de Jeffrey Epstein, c'est un lieu où on sait qu'on va s'amuser entre soi. Il invite qui il veut et ils font ce qu'ils veulent à l'intérieur de cette maison. Acheté pour 8 millions de dollars en 1998 par Epstein, ce paradis tropical a été entièrement remodelé par son propriétaire. Une résidence principale de 10 pièces, 3 bungalows pour les invités, un système de désalinisation de l'eau, une piste d'atterrissage et même une marina pour permettre à une 50aine d'employés de venir travailler sur l'île. Le décor change de Palm Beach, mais à vrai dire pas totalement pour Jeffrey Epstein. Il va pouvoir ici continuer à assouvir ses fantasmes. C'était un lieu de débauche, c'est évident. Il allait là-bas, Jeffrey Epstein, pour être tranquille, et il embarquait dans son avion ses invités, et notamment des jeunes filles, dont certaines étaient très jeunes. Ghislaine Maxwell, sa fidèle compagne depuis maintenant 17 ans, profite également du bon air des Caraïbes. Elle y a aussi fait revenir Virginia Roberts, la jeune femme recrutée, souvenez-vous, chez Donald Trump, qui maintenant se voit imposer de nombreux partenaires. C'est l'endroit parfait pour un milliardaire qui veut rester discret. On pouvait y organiser des orgies sans que personne n'ait la moindre idée de ce qui se passe. J'ai été prêtée à des hommes politiques, des scientifiques. À Little St. James, désormais Jeffrey Epstein semble maintenant partager ses distractions avec de nombreux amis. Et parmi les invités, un ancien président des États-Unis. Bill Clinton et Jeffrey Epstein se connaissaient. Il a voyagé au moins 4 fois dans le fameux jet de Jeffrey Epstein qui s'appelait le Lolita Express. En tout cas, c'est la presse qui l'avait qualifié de cette manière-là. Et des agents des Secret Service avaient baptisé l'avion de Jeffrey Epstein Air Force One, en référence à Air Force One, qui est l'avion présidentiel. On voit également Bill Clinton avec une masseuse qui aurait été livrée par Jeffrey Epstein. Et Bill Clinton a toujours démenti avoir eu des relations inappropriées
avec évidemment des jeunes filles, mais on sait en regardant de manière très précise ce qui s'appelle les logs de passagers montant dans l'avion privé de Jeffrey Epstein, que Bill Clinton a été de nombreuses fois dans l'avion privé de Jeffrey Epstein. Sur le carnet de vol, aux côtés de Bill Clinton, on trouve aussi le même jour les comédiens Kevin Spacey et Chris Tucker. À Little St. James, personne ne sait ce qui se passait réellement en fait. C'était vraiment un endroit isolé. On ne pouvait rien voir de ce qui se passait dans les cabanes ou à part sur la plage. Certains invités participaient, d'autres non. Certains venaient juste pour déjeuner, certains venaient juste pour dîner et repartaient ensuite avec l'hélicoptère d'Epstein. Pour les invités de Little St. James, la loi du silence s'était, semble-t-il, naturellement imposée. Un silence aussi nécessaire qu'indispensable. Car à cette époque, Jeffrey Epstein travaille d'arrache-pied pour redorer son blason et faire oublier justement ses activités. Nous sommes en 2010. L'homme d'affaires veut modifier complètement son image sulfureuse. Et pour cela, il a une idée, changer ses fréquentations. Jeffrey Epstein investit dans les nouvelles technologies, un secteur alors en pleine ascension. Il était passionné par la science, par la tech, il a rencontré Bill Gates. Très vite, il fait des connexions avec non seulement le monde de la finance, mais aussi les nouveaux riches, ceux de la Silicon Valley, ceux qui vont arriver, des Bill Gates, des Jeff Bezos et autres, qui arrivent aussi dans ce monde-là. À coups de millions de dollars, Jeffrey Epstein joue aussi au mécène. Il multiplie les dons à des fondations. Jeffrey Epstein investit dans la philanthropie pour se faire une image, pour être sûr d'être bien vu, d'être le bienfaiteur en fait de l'humanité d'une certaine façon et surtout de la bonne société new-yorkaise. Il investit à Harvard, il investit du côté de la Silicon Valley, il essaye un peu d'être partout et toujours dans cet angle où on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme, c'est-à-dire comment améliorer la biotechnologie, comment faire que l'humain évolue et qu'on sauve l'humain des terribles maladies, etc. Et donc il achète comme ça une visibilité internationale, une respectabilité via la fondation Epstein, qui a pignon sur rue, qui a son bureau effectivement à Harvard. Imitant son ami Jeffrey, et même si elle n'a pas été inquiétée jusque-là par la justice, Ghislaine Maxwell se recycle elle aussi dans la philanthropie. Mars 2013, voici Ghislaine Maxwell au siège des Nations Unies pour présenter Terramar, la fondation qu'elle vient de créer pour la sauvegarde des océans. My passion started when I was a little girl. I grew up watching Jacques Cousteau on TV and became mesmerized with the oceans. It led to me becoming a deep worker submersible pilot. That's the message we're bringing here. Thank you. Thank you. Thank you. Tout semble aller pour le mieux. Chacun derrière son nouveau vernis de respectabilité. Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein se croient désormais à l'abri de toute poursuite judiciaire. Mais c'est sans compter le courage et la ténacité d'une journaliste américaine qui va déterrer en février 2018 les vieux dossiers du couple Epstein-Maxwell. Elle s'appelle Julie Brown. C'est le Miami Herald qui va relancer l'affaire Epstein. Epstein s'en est sorti, il est passé à travers les mailles du filet judiciaire, mais la presse, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le quatrième pouvoir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la presse est protégée par le premier amendement à la Constitution américaine et au même titre que le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif, la presse peut bouleverser totalement le jeu politique et le jeu de la société. Pendant près de 10 mois, la journaliste Julie Brown va reprendre intégralement l'enquête concernant les agissements passés de Jeffrey Epstein. Elle creuse la moindre piste évoquée dans les rapports de police des années 2005, 2006, 2007. Et elle part à la rencontre des victimes de l'homme d'affaires.
Clairement, il y a un travail incroyable du Miami Herald qui n'a jamais lâché l'affaire, avec cette journaliste américaine qui est revenue sans cesse sur l'affaire, qui a sorti plein de choses, qui a sorti des milliers de pages du dossier pour aller chercher justement qui étaient les témoins sous X, aller les trouver, aussi les rassurer, leur donner la parole. Il y a à la fois cette victoire-là du journalisme et puis à la fois le courage aussi des filles qui ont parlé. Et c'est comme ça, par cette fille extraordinaire, que l'affaire Epstein a été révélée au grand public et que là, on est dans l'ère MeToo. En 2007, on ne l'est pas. Et là, il est évident qu'il faut absolument qu'Epstein s'explique de tout ce qu'il a fait. Parue en novembre 2018, la série d'articles de Julie Brown fait l'effet d'une bombe. Des témoignages de victimes sont publiés. Et contrairement à 2009, les dessous de l'affaire sont dévoilés par les grands médias américains. La complaisance de la justice à l'égard de Jeffrey Epstein en 2009 apparaît plus choquante que jamais. Et cette fois, Ghislaine Maxwell est citée nommément par les victimes. Et donc un procureur va mettre en examen Jeffrey Epstein et cette fois, il va être non seulement inculpé, mais immédiatement déféré et emprisonné. Dos au mur, le nouveau procureur de Floride décide finalement d'annuler l'accord passé 10 ans plus tôt par son prédécesseur. Dès lors, la vie de Jeffrey Epstein et de sa compagne bascule, mais cette fois du mauvais côté. L'arrestation se déroule au petit matin le 6 juillet 2019 sur le tarmac de l'aéroport privé de Teterboro, dans le New Jersey. Une équipe du FBI cueille Jeffrey Epstein à sa descente d'avion alors qu'il revient de Paris. L'homme d'affaires est directement emprisonné au Metropolitan Correctional Center à New York. Le businessman et milliardaire Jeffrey Epstein a été arrêté à New York ce matin. Après ce coup de théâtre, le procureur de New York en charge de l'affaire va se montrer intraitable. Les charges contre Jeffrey Epstein sont multiples. La première, organisation de trafic sexuel. La seconde, l'organisation de trafic sexuel de filles mineures, qui a commencé en 2002 et continué jusqu'en 2005. On pense qu'Epstein a abusé de dizaines de filles qu'il a forcées à des relations sexuelles dans ses maisons de New York et de Palm Beach en Floride. Cette fois, le compte bancaire de Jeffrey Epstein ne le sauvera pas. Même lorsque ses avocats offrent une caution record de 100 millions de dollars en échange de sa liberté conditionnelle, la justice va la lui refuser. Le procureur va refuser cette caution de 100 millions de dollars, qui est effectivement une caution complètement hallucinante. Il va la refuser parce que du côté des victimes, on estime que ça serait de l'argent sale finalement, parce que moralement, ce n'est pas acceptable. Pour toutes les victimes du prédateur, le soulagement est immense. Le procès tant attendu pourra enfin avoir lieu. C'est vraiment bouleversant de voir le nombre de vies qu'il a brisées et de voir combien de temps ça a duré sans que personne ne fasse rien. Seulement, l'espoir sera de très courte durée, car un ultime rebondissement va à jamais empêcher le procès de se tenir. Jeffrey Epstein s'est pendu dans la prison de New York où il attendait son procès pour trafic sexuel de mineurs. 10 août 2019. Un mois tout juste après son incarcération, Jeffrey Epstein est retrouvé inanimé dans sa cellule. À 6h30, les gardiens découvrent Jeffrey Epstein avec un drap autour du cou. Ils essaient de le ranimer quelques minutes. À 6h39, son décès est prononcé. Mais très vite, la mort de Jeffrey Epstein va paraître suspecte. En effet, toute une série d'événements survenus dans les heures qui entourent son soi-disant suicide vont apparaître louches. D'abord, il y a le compagnon de cellule d'Epstein, qui est transféré vers une autre partie de la prison, sans aucune explication.
Et puis les gardiens censés surveiller la cellule du pédocriminel toutes les 30 minutes seront introuvables pendant des heures, là encore sans la moindre explication. Et ce n'est pas tout. Donc le suicide d'Epstein tombe à point nommé un soir où rien ne marchait. La caméra devant la cellule ne marche pas, il est seul dans sa cellule alors qu'il devait être deux, les gardes s'endorment ou ne font pas leur tour de ronde aux heures où ils auraient dû faire les tours de ronde. Le directeur de la prison est instantanément muté et les gardiens supposés garder Jeffrey Epstein sont, eux, mis à pied. Alors la mort de Jeffrey Epstein a-t-elle été maquillée en suicide ? Ne cacherait-elle pas en réalité une toute autre histoire ? Comment Jeffrey Epstein a-t-il pu se suicider en prison ? Pourquoi l'opinion américaine se pose cette question ? Pourquoi aucune surveillance ? Pourquoi ce co-détenu déplacé ? Il y a donc des zones d'ombre qui font dire à la majorité des Américains « Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé ». En plus, alors la petite cerise sur le gâteau, le médecin qui performe l'autopsie est le même médecin qui avait fait l'autopsie de JFK. C'est-à-dire c'est un médecin qui a 90 ans, qui est appelé pour faire l'autopsie d'Epstein, pour être sûr que c'est bien lui et qu'il est bien mort d'étouffement. Et même sur l'autopsie, vous avez des zones d'ombre, où il dit « Oui, je suis pas sûr qu'il soit vraiment pendu, on aurait pu aussi l'étouffer vu comment le larynx a été cassé ». L'un des médecins légistes de Jeffrey Epstein ira même jusqu'à exprimer publiquement ses doutes sur une chaîne de télévision nationale. Vous n'avez jamais vu 3 os fracturés dans ce genre de suicide. C'est exact. D'abord, jamais dans l'histoire des prisons new-yorkaises, nous n'avons vu cela. Ensuite, ça suggère qu'il pourrait s'agir d'un homicide. Ça fait beaucoup pour le suicide de l'homme qui aurait dû être le mieux surveillé des prisons américaines. Malgré ses doutes concernant la thèse du suicide, la pendaison sera validée par les autorités judiciaires. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Moi, je dis qu'on ne saura pas. Parce que, voilà, il y a des fois où il faut accepter l'échec de ne pas savoir. Jeffrey Epstein est inhumé à Palm Beach le 5 septembre 2019. Et ce jour-là, il y a beaucoup d'absents. À commencer par sa compagne, Ghislaine Maxwell. Elle est en fuite. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre elle immédiatement après la mort d'Epstein. Seul le frère cadet du prédateur, Mark Epstein, assiste aux obsèques. Les très nombreuses relations du financier semblent l'avoir étrangement lâché dans la dernière ligne droite. Sa mort arrange beaucoup de gens. Et je suis allée aux Hamptons quelques semaines après sa mort. Les Hamptons, c'est dans la banlieue de New York. C'est là où tous les gens riches se retrouvent. J'étais en enquête et ils n'étaient pas en train de verser des larmes sur la mort de leur ancien ami Jeffrey Epstein. Ils étaient en train de dire de manière assez cynique c'est incroyable, quoi, cette histoire, mais bon, il est mort, hein. Et à partir du moment où Epstein est mort, beaucoup des plaintes tombent, en fait, et ils ne peuvent plus continuer le travail d'enquête. Donc la mort d'Epstein permet de débrancher la justice, d'empêcher qu'on enquête. Beaucoup d'Américains se disent non, il y a des zones d'ombre, il y a un véritable complot. Pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas que Jeffrey Epstein parle. Tout l'idée, c'était évidemment de ne pas aller chercher, au-delà du fait que c'était un horrible pédocriminel, qui aurait pu être des amis. Cependant, même s'il est mort, Jeffrey Epstein cacherait-il d'autres secrets ? Son goût pour les parties fines avec des jeunes femmes pourrait-il n'être que la partie émergée de l'iceberg ? C'est ce que commencent à imaginer les enquêteurs lorsqu'ils feront, peu avant la mort du prédateur, une découverte des plus troublantes. Petit retour en arrière. Pendant que Jeffrey Epstein est conduit en prison en juillet 2019, le FBI déclenche des perquisitions dans ses résidences, à New York et en Floride. Les lieux révèlent alors un système de vidéosurveillance digne d'un James Bond du meilleur cru. Les enquêteurs découvrent un réseau de caméras. La résidence de Jeffrey Epstein est totalement truffée de caméras.
Il avait mis des caméras de surveillance dans l'hôtel particulier. Il avait mis des caméras dans la maison de Palm Beach. Et donc, tout était enregistré. Tout est filmé, photographié, c'est-à-dire qu'il y a toutes les photos de ces jeunes filles qu'il a violées, les films également, et on se demande qui sont aussi sur ces films. À quoi ça servait ? Vu qu'il passait son temps à faire des soirées, des fêtes, etc., les gens qui étaient-ils au courant que c'était filmé ? Il y a des caméras un peu dissimulées partout, il y a des cabinets secrets où on regarde on regarde les caméras et ce qui s'y fait, souvent dans les chambres, dans les toilettes, enfin dans la salle de bain. Les caméras cachées. Il doit y avoir des films de gens assez connus en situation compromettante. Et quelqu'un m'a raconté qu'un jour, en arrivant chez Jeffrey Epstein, à l'époque, Jeffrey Epstein lui dit « Regarde, je vais te montrer ». Il ouvre la porte et il y a tout un système qui a été mis au point avec des caméras montrant chaque pièce, etc. Et Epstein dit « Comme ça, je sais tout sur tout le monde ». D'ailleurs, Jeffrey Epstein n'en faisait en réalité pas complètement mystère. Lors d'une interview accordée au New York Times, 1 an avant son décès, il affiche sans détour son pouvoir de nuisance auprès du journaliste qui l'interroge. L'impression générale que j'ai eue pendant l'entretien de 90 minutes est que M. Epstein connaît un nombre impressionnant de gens riches, connus et puissants, et que des vidéos le prouvent. Il a aussi affirmé qu'il connaissait des détails potentiellement embarrassants et dommageables sur leurs habitudes sexuelles et leur consommation de drogue. Seulement voilà, lorsque le FBI perquisitionne, toutes les vidéos enregistrées semblent avoir disparu, comme par enchantement. Beaucoup de ces vidéosurveillances ont été détruites après l'arrestation d'Epstein, probablement à sa demande et par des tiers. Mais il en reste fatalement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des images qui existent. La meilleure preuve qui est donnée à cela, c'est Ghislaine Maxwell qui la donne. Parce qu'elle dit « Moi, je sais qu'il y a des vidéos. » Un homme a accepté de nous livrer sa théorie. Spécialiste de l'espionnage et du renseignement, Yvonnick de Noël a souhaité que son visage reste anonyme. Selon lui, Jeffrey Epstein aurait enregistré toutes ces vidéos dans un but qui dépassait de loin son plaisir personnel. Tout ce qui est filmé est gravé sur DVD, donc ça veut dire des centaines, peut-être des milliers de DVD. Donc ça veut dire qu'on n'est plus seulement en présence d'une espèce de sociopathe sexuel qui aurait besoin d'abuser de jeunes filles mineures plusieurs fois par jour. On est dans un véritable système. Epstein ne pouvait pas recevoir des gens sans les filmer et sans savoir ce qu'ils faisaient, tout simplement parce qu'on se dit toujours que ça peut servir un jour ou l'autre. Donc Jeffrey Epstein était à la tête de dizaines et centaines d'heures, potentiellement pouvant faire chanter les hommes les plus puissants d'Amérique et du monde. C'est une véritable organisation. C'est-à-dire, c'est pas lui tout seul derrière un ordinateur qui, de temps en temps, se paye du bon temps en regardant une vidéo. C'est une équipe derrière, une équipe d'espionnage. Virginia Roberts, la jeune esclave sexuelle qui a satisfait Epstein et d'autres hommes pendant plus de 10 ans en Floride et à Little St. James, confirme cette hypothèse. J'ai été vendue à d'autres milliardaires. J'ai été vendue à des politiciens, à des professeurs et même à des membres de la royauté. C'était l'élite du monde. Ils m'utilisaient comme moyen de pression. Ces gens lui étaient redevables. Comme ça, il avait toujours un dossier sur quelqu'un au cas où il en aurait besoin. Le système mis en place autour de Jeffrey Epstein rappellerait donc les grandes heures du KGB. Les services secrets de l'ex-Union soviétique avaient même donné un nom bien précis à cette technique de chantage. Bien sûr, on pense au compromat. Le compromat, c'est cette façon de faire du renseignement en mettant dans l'embarras une personne parce qu'on l'a filmée
En train de violer des jeunes filles, par exemple, en train de prendre de la drogue, en train de prendre de l'argent de manière secrète. Et une fois qu'on montre la vidéo à cette personne, il n'a pas le choix. Il doit accepter ou bien on révèle qui il est réellement. Et ça, est-ce que ça a servi à du compromat, soit pour l'enrichissement personnel, soit pour des services de renseignement? Est-ce que ça servait simplement parce qu'il était fou et qu'il voulait savoir tout sur tout le monde et justement appuyer sur des boutons au moment où il fallait? Cette théorie d'un Jeffrey Epstein mêlé à un réseau d'espionnage international peut paraître folle. Elle est pourtant très vraisemblable. Car par le passé, Jeffrey Epstein aurait déjà collaboré avec des services secrets. Et c'est même la famille de Ghislaine Maxwell qui lui aurait mis le pied à l'étrier. Jérusalem, le 10 décembre 1991, au Mont des Oliviers. Ghislaine Maxwell assiste éplorée aux funérailles de son père, Robert Maxwell. Présent ce jour-là, le Premier ministre Yitzhak Shamir, ainsi que les 6 plus hauts gradés des services secrets israéliens. Devant les caméras du monde entier, le magnat anglais des médias et remercier des innombrables services qu'il a rendus à l'État hébreu. Une partie du mystère qui l'entoure se dissipe. Le jour de l'enterrement, des obsèques de Robert Maxwell, on s'aperçoit évidemment que Maxwell il est complètement lié aux services secrets israéliens. Il y a à cet enterrement, c'est une foule incroyable. Et parmi cette foule, il y a le banc et l'arrière-banc des responsables du Mossad, c'est-à-dire les services secrets israéliens. Là, le secret, d'ailleurs qui était un secret un peu de polichinelle, il faut bien le dire, le secret, il est complètement levé. Dans les années 80, Robert Maxwell aurait endossé le costume d'espion. À cette époque, son groupe de médias, la Maxwell Corporation, possède des titres sur tous les continents et brasse des centaines de millions de dollars. Donc Robert Maxwell, c'est une grande puissance à lui tout seul. Il parle avec des chefs d'État. Il a ses entrées au Kremlin, il a ses entrées auprès de premiers ministres. Il est un agent d'influence pour les Israéliens, pour parfois les Britanniques, peut-être même parfois pour les Russes. Il navigue à l'intérieur de ce monde. Il rend des services sans que personne le contrôle complètement. En 1985, Robert Maxwell est missionné par Israël pour organiser une vente d'armes occultes des États-Unis à l'Iran. Et c'est alors que Jeffrey Epstein entre en piste. Au mois de juillet 1985, Robert Maxwell se rend à New York pour rencontrer Jeffrey Epstein. Ce jeune financier brillant, aux méthodes sans foi ni loi, l'intéresse. Il veut lui proposer un deal. Alors, dans les années 80, Epstein est un financier, mais un financier un peu particulier, puisque, en gros, il fait du hors-piste. Notamment, c'est quelqu'un qui maîtrise des techniques de blanchiment d'argent. On monte des cascades de trust dans des paradis fiscaux et on fait à peu près ce qu'on veut sans que l'argent soit traçable. Il semble bien qu'Epstein ait travaillé dès les années 80 pour Robert Maxwell. Donc ça veut dire qu'il a d'abord connu le père avant de connaître la fille. Jeffrey Epstein accepte de coopérer à cette vente d'armes. Et une fois en mission, il semble être comme un poisson dans l'eau. On voit que Epstein, qui collabore avec Maxwell, circule beaucoup dans les divers pays concernés, dans des pays arabes, d'ailleurs avec un faux passeport autrichien. Et plus tard, il se targuera d'avoir collaboré aussi bien avec les services israéliens qu'avec les services américains, à savoir la CIA. Alors, après la mort de Robert Maxwell, Jeffrey Epstein aurait-il poursuivi des activités d'espionnage pour des services de renseignement, mais cette fois aux côtés de Ghislaine Maxwell? Cela n'est pas impossible. Est-ce que, dans ce cadre-là, Ghislaine Maxwell a noué ces liens-là avec Epstein? À quel profit? À quel bénéfice? Il est tout à fait possible que Ghislaine Maxwell ait gardé des liens avec les services secrets israéliens, même si ce lien, il paraît assez ténu.
Mais après, on peut imaginer que Ghislaine Maxwell continuait à abreuver d'informations, ne serait-ce que des confidences. On n'est pas obligé de donner des secrets d'État, mais ne serait-ce que des confidences dont sont très friands les services secrets en général, des confidences sur les personnalités qui fréquentaient Epstein. Finalement, le cerveau de l'affaire, est-ce que ce ne serait pas Ghislaine Maxwell? C'est l'hypothèse selon laquelle Ghislaine Maxwell, fille de Robert Maxwell, l'homme d'affaires que l'on connaît, trempé aussi dans des affaires d'espionnage, eh bien, aurait mis en place un système mêlant trafic sexuel, chantage d'hommes d'affaires et d'hommes très puissants, d'hommes politiques très puissants au niveau international. En clair, Epstein aurait truffé ses maisons de New York, de Palm Beach et de Little St. James avec des caméras vidéo, afin d'enregistrer secrètement les ébats des personnalités du monde entier à qui il offrait des jeunes filles. Puis Ghislaine Maxwell récupérait ces images et les fournissait aux services secrets israéliens pour qu'ils détiennent eux-mêmes un levier pour faire chanter ces puissants. Ces activités d'espionnage pourraient alors expliquer l'invraisemblable clémence de la justice vis-à-vis de Jeffrey Epstein lors de son premier procès en 2008. Le lien supposé entre Jeffrey Epstein et les milieux du renseignement CIA, voire Mossad, serait peut-être à l'origine de l'impunité dont il aurait joui en Floride. Le procureur de Floride dira, en gros, on m'a demandé d'être très indulgent parce qu'il a rendu des services au renseignement américain. Alors Jeffrey Epstein décédé a-t-il emporté dans sa tombe tous ses secrets? Probablement pas. Car lors de la perquisition de l'hôtel particulier de Manhattan, les enquêteurs vont faire une autre découverte capitale. Un carnet d'adresses de l'année 2005 surnommé « Le Petit Livre Noir ». 100 pages qui donnent le vertige et peuvent en apprendre beaucoup aux enquêteurs. Le carnet noir d'Epstein, c'est véritablement une bombe parce qu'il y a dans ce carnet noir les hommes les plus puissants des États-Unis. On a par exemple Leon Black, qui n'est pas connu du grand public, mais qui est l'homme qui pèse 8 milliards de dollars, un homme d'affaires surpuissant. Leon Black, le voici. C'est un investisseur, collectionneur d'art, alors président du MoMA, le prestigieux musée d'art moderne de New York. Parmi les personnalités qui figurent dans le livre noir, il y a aussi le chanteur Mick Jagger, ou encore des membres de la famille Kennedy. Au total, des dizaines de grands noms de la politique, des finances, du show business. Un véritable bottin mondain dont tous les membres se mettent à trembler lorsque le document fuite sur Internet à l'été 2019. J'appelle un par un tous les noms. Et je tombe sur un médecin français, par exemple, qui vit dans le sud de la France et qui me dit « je ne parlerai jamais ». Je tombe sur des filles qui me disent « je ne connais pas Jeffrey Epstein ». Et puis, en fait, dans les documents, on s'aperçoit que ces filles, elles ont été 15 fois chez Jeffrey Epstein. Je tombe sur des gens qui ont été 25 fois dans l'avion privé pour aller passer leur week-end dans l'île, qui me disent qu'ils connaissent à peine Jeffrey et qui vont prendre des avocats pour nous attaquer si on continue à les appeler. Ce carnet, il est essentiel, évidemment, pour comprendre l'affaire, mais il est compliqué parce que c'est des niveaux de connaissances différents. Les gens qui y sont, ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables, qu'ils ont participé ou qu'ils font partie de cet empire pédocriminel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est bien, ça veut dire que je suis puissant d'être dans le carnet noir d'Epstein. Ce qui veut dire le cynisme absolu qu'il y a dans ce monde. Si ces pages ne désignent pas nécessairement des complices, elles ouvrent aux enquêteurs de nouvelles pistes d'investigation. Car un autre pays est particulièrement représenté dans ces pages, la France. Jeffrey Epstein avait l'habitude de passer plusieurs mois par an à Paris. En 2001, il s'était offert un somptueux pied-à-terre d'une valeur de 8 millions d'euros environ, sur l'avenue la plus chère de la capitale.
Epstein vit à peu près 4 à 6 mois de l'année en France. Il y a un appartement à avenue Foch. À côté de l'Arc de Triomphe, dans un appartement immense de 800 mètres carrés, où là encore, il fait des dîners, il organise des soirées. C'est quelqu'un qui aime bien vivre. Il adore les décorateurs qui lui proposent de refaire son appartement. Il les invite dans son avion. Et quand il vient en France, il vient jamais seul. Il vient toujours avec des filles. Jeffrey Epstein se déplace avec des filles, mais il a aussi ses contacts sur place. À la rubrique masseuse, on trouve Rosemary, Caroline et Deborah. Et ce n'est pas tout. Figurent aussi, comme aux États-Unis, des personnalités influentes. En tête de liste, dans le chapitre France, le couturier Azzedine Alaïa. Dans le carnet noir, on trouve plusieurs dizaines de noms français. Des gens réputés, d'autres totalement inconnus, qui font partie d'une certaine élite française. Vous avez beaucoup de grands héritiers de la noblesse française qui sont dans ce Black Book. Il y a des gens connus, en tout cas qui ont fréquenté le milieu de la mode, Jean-Yves Le Fur. Au milieu de ce casting, un homme en particulier attire l'attention des enquêteurs. Il connaît Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell depuis les années 90. Hi everybody. À cette époque, Jean-Luc Brunel est le très médiatisé patron de l'agence de mannequins Karine Models, installée à Paris. Il parcourt le monde à la recherche des futures stars des podiums. You're pretty little girl. Effectivement, je suis content d'avoir fait le voyage. Jean-Luc Brunel, il est un des piliers du milieu de la mode dans les années 80-90. Il est recruteur de modèles. Il a du flair, sans doute. Il recrute parmi celles qui deviendront des stars, l'époque des Linda Evangelista, Naomi Campbell. Si les enquêteurs s'intéressent à Jean-Luc Brunel, ce n'est pas par hasard. D'abord, il est voisin de Jeffrey Epstein. Son ami, on peut dire son ami parisien, ils habitent pas très loin l'un de l'autre, des deux côtés quasiment de la place de l'Étoile. Et Jeffrey Epstein rend souvent visite à Jean-Luc Brunel et inversement. Et surtout, en 2004, Jean-Luc Brunel ouvre une agence de mannequins à Miami dans laquelle Jeffrey Epstein investira $1 million. Ils ont eu une agence ensemble à Miami, ce qui fait qu'on a eu des dépositions. Et la comptable Mariska Vasquez de cette entreprise a détaillé un peu la nature de leur relation, comment il faisait venir de nombreuses jeunes filles à New York, qu'il les mettait souvent dans l'appartement qui appartenait à Jeffrey Epstein, enfin, au nom de son frère. Et forcément, les enquêteurs se demandent si cette agence ne serait pas une façade destinée à fournir des jeunes filles à Jeffrey Epstein. Lors de la première perquisition dans la villa de Palm Beach en 2005, la police avait trouvé un élément intrigant. Ce message, laissé semble-t-il par Jean-Luc Brunel, est pris au téléphone par une employée de maison. Message de Jean-Luc pour Jeffrey, le 5 janvier. Il a trouvé une professeure de russe pour vous. Elle a 2 fois 8 ans, elle n'est pas blonde et est à votre disposition dès aujourd'hui si vous le souhaitez. Alors Jean-Luc Brunel serait-il impliqué dans l'affaire Epstein? En novembre 2021, nous avions contacté les avocats de Jean-Luc Brunel. Ils nous faisaient parvenir ce communiqué. Depuis maintenant plus de 2 ans, Monsieur Jean-Luc Brunel ne cesse d'être présenté publiquement comme le rabatteur de l'homme d'affaires américain Jeffrey Epstein. Cette affirmation est factuellement et judiciairement fausse. Monsieur Jean-Luc Brunel n'a pas été mis en examen pour ces faits et bénéficie du statut de témoin assisté. Aux États-Unis, Brunel ne faisait l'objet d'aucune plainte et n'avait même jamais été convoqué par la justice. Alors, quel genre de lien pouvait entretenir Jeffrey Epstein et Jean-Luc Brunel? Une ancienne mannequin néerlandaise nous a relaté les propos que le milliardaire américain lui aurait tenus au sujet de Jean-Luc Brunel lors d'une soirée à Paris. J'ai croisé Jeffrey Epstein chez Jean-Luc Brunel à une fête en 1991. Il y avait des jeunes filles, je crois. J'ai parlé avec l'une d'elles.
une Russe, et elle m'a présenté à ce monsieur Epstein. Et il m'a donné un conseil étrange sur ma carrière, comme quoi Brunel était quelqu'un de très important pour ma carrière, et qu'il fallait que j'en profite, et que je ne sois pas trop difficile. Je m'en souviens, il m'a dit « Tranquille, ne sois pas farouche ». Et je me suis dit « C'est qui ce mec ?» Et j'ai juste voulu rester loin de lui. Le 23 août 2019, 2 semaines après la mort de Jeffrey Epstein, le parquet de Paris ouvre une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs dans le cadre français de l'enquête. Mais il n'est reproché aucune infraction à Jean-Luc Brunel dans ce dossier, comme le rappellent à nouveau ses avocats. Après plus de 2 ans d'investigation, les juges d'instruction estiment donc qu'il n'existe pas d'indice grave ou concordant que notre client ait alimenté un quelconque réseau criminel. Malgré tout, l'affaire Epstein a quand même rattrapé Jean-Luc Brunel. Car l'étalement dans la presse de ses liens avec le pédocriminel américain ont suscité des réactions. Depuis 2019, plusieurs mannequins l'ont accusé de les avoir violées dans les années 90. Elles étaient âgées de moins de 18 ans à l'époque des faits. Suite à ces plaintes, Jean-Luc Brunel était mis en examen en décembre 2020, puis en juin 2021 pour viol sur mineur de plus de 15 ans. Seulement, cette procédure a été stoppée net par un nouveau coup de théâtre. Incarcéré à la prison de la Santé, Jean-Luc Brunel a été retrouvé pendu dans sa cellule le 19 février 2022. Le parquet de Paris a indiqué qu'une enquête en recherche des causes de la mort était en cours. L'affaire Epstein est devenue une véritable lame de fond. Après la mort du prédateur américain, tous les regards se tournent vers ceux qui l'ont côtoyé de près ou de loin, d'autant que Ghislaine Maxwell, elle, reste pendant des mois introuvable. D'un seul coup, on l'a vu disparaître, Ghislaine Maxwell. On n'a plus de nouvelles d'elle. Il va y avoir une photo, d'ailleurs, qui va être prise. On dira ensuite qu'elle a été prise peu après l'arrestation d'Epstein. Et puis, on va pas s'apercevoir que cette photo, elle est totalement montée, fabriquée, qu'elle a posée, finalement, dans le but de dire qu'elle ne risquait rien. On croit donc l'avoir localisée en Californie, alors qu'elle laisse les traces de sa présence à Paris quelques jours plus tard. Et pendant que Ghislaine Maxwell brouille les pistes, pour certains amis célèbres de Jeffrey Epstein, c'est l'heure des regrets publics. En direct sur le plateau d'une télé américaine, Bill Gates, le tout-puissant patron de Microsoft, passe un très mauvais moment. J'ai eu des dîners avec lui et je le regrette. Est-ce qu'il y a une leçon à en tirer pour vous ou pour ceux qui nous regardent? Il est mort donc. En général, il faut faire attention. Jeffrey Epstein a fait des dons à la fondation Bill Gates. Il y a donc un lien d'argent évident entre les deux. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces liens étaient uniquement des liens de travail, des liens professionnels, des liens liés aux activités humanitaires, ou est-ce qu'il y a des liens beaucoup plus sombres, des liens ténébreux? Aurait-il été dans les parties fines organisées par Jeffrey Epstein? Le divorce de Bill Gates serait-il lié de près ou de loin à l'affaire Jeffrey Epstein? Le fondateur de Microsoft affirme, lui, n'avoir eu aucune relation de travail ou d'amitié avec Jeffrey Epstein. Séparés depuis juillet 2019, Bill et Melinda Gates annoncent finalement leur divorce au mois de mai 2021. Pour Bill Gates, la facture pourrait grimper jusqu'à 65 milliards de dollars, soit la moitié de sa fortune. Ce qui est certain, c'est que la date de divorce de Bill Gates est liée à cette affaire. Parce que Melinda Gates s'est rendu compte, et on a dit qu'il était invité, on a publié les manifestes quand il a commencé à avoir des enquêtes, et à ce moment-là, elle a commencé à accumuler des preuves. Parce que c'est une Américaine, elle est mariée au mec le plus riche de la Terre, et donc, d'abord, elle s'assure qu'elle ne va pas partir sans biscuit, et donc elle fait travailler ses avocats pendant un certain temps, 6 mois, 1 an. Et puis ensuite, elle annonce qu'elle divorce, mais elle a de quoi
ne pas se faire plumer. Mais c'est en Angleterre que les dommages collatéraux de l'affaire Epstein sont les plus spectaculaires. À cause du prince Andrew, le deuxième fils de la reine Elisabeth, la famille royale se retrouve tout simplement noyée dans le plus grand scandale de son histoire. Tout avait commencé au début des années 80, lorsque le prince Andrew était tombé sous le charme de la jeune Ghislaine Maxwell, alors infatigable jet-setteuse. C'est tout à fait normal qu'elle soit tombée sur le prince Andrew. C'est tout à fait normal qu'elle ait, dans une certaine mesure, bluffé quelqu'un comme le prince Andrew, qui n'est pas un type très malin, qui aime bien les filles qui ont une certaine énergie, qui aime bien les filles qui ont un certain abattant, ce qu'elle avait. Une fois installée à New York, Ghislaine Maxwell va s'empresser d'organiser une rencontre entre le prince et son meilleur ami. Elle présente Epstein comme un milliardaire américain et un génie de la finance. Et Andrew, il a toujours besoin de s'acheter des choses inutiles. Et par conséquent, quand Ghislaine Maxwell lui amène Jeffrey Epstein, elle lui dit pas Jeffrey Epstein, je suis tellement content de voir le Palais Royal. Elle lui dit il faudrait que vous rencontriez ce financier américain qui est le plus brillant de New York. Et alors là, la fascination marche dans les deux sens. Le prince Andrew, il a profité de cette amitié parce que il y a quelque chose d'excitant et de formidable d'être invité comme ça par quelqu'un de très riche. Il était là pour s'amuser, et il était là pour s'amuser comme la plupart des hôtes de Epstein. Virginia Roberts, l'esclave sexuelle qui a suivi le couple dans toutes ses résidences, affirme avoir été prêtée au prince Andrew à de multiples reprises, en même temps que d'autres jeunes filles. Il y avait pas mal de jeunes filles avec nous. Combien de filles étaient avec vous ce jour-là, ou cette nuit-là? Je dirais 8. Est-ce que vous avez eu des discussions avec le prince Andrew pendant ces rencontres? Pas vraiment. On ne nous voyait même pas comme des humains. Nous étions toutes des quantités complètement négligeables. J'étais vraiment un objet quand on m'a mise dans les mains du prince Andrew. Évidemment, ces déclarations de Virginia Roberts, diffusées en 2019, provoquent un séisme sans précédent en Angleterre. Complètement acculé par l'opinion publique, Andrew doit s'expliquer. Mais au lieu de calmer l'incendie, le prince va écrire l'épisode le plus consternant de l'histoire de la famille royale. « 16 novembre 2019. 3 mois après la mort de Jeffrey Epstein, des millions d'Anglais sont devant leur écran pour écouter le prince Andrew répondre aux accusations de Virginia Roberts. Contre toute attente, il choisit une stratégie de défense suicidaire. C'était une jeune fille de 17 ans qui rencontrait un membre âgé de la famille royale. Ça n'est jamais arrivé. Elle a montré une photo sur laquelle vous êtes tous les deux. Vous aviez les mains autour de sa taille. Oui. Vous avez vu la photo? J'ai vu la photo. Comment vous l'expliquez? Je ne peux pas. Encore une fois, je n'ai aucun souvenir que quelqu'un ait pris cette photo. L'interview avec Emily Maitlis, la journaliste de la BBC, ça c'était d'une bêtise sans nom. C'était évidemment une idée lamentable. Il n'aurait pas dû faire l'interview, il aurait dû nullement pas la faire à Buckingham Palace. Et ensuite, personne n'a coaché cet imbécile d'Andrew. Dans les jours qui suivent cette interview, Andrew est mis en examen pour viol par la justice américaine. Il risque l'extradition. Après des mois de bataille juridique, les avocats du prince annoncent le 15 février 2022 qu'un accord a été trouvé avec Virginia Roberts. La presse britannique parle d'une somme de 14 millions d'euros entièrement payée par la reine d'Angleterre. Le prince échappe donc à un procès aux États-Unis mais se retrouve privé de tous ses titres, de ses fonctions au sein de la famille royale et de toutes ses décorations militaires. Le 4 décembre 2021, c'est au tribunal fédéral de Manhattan, à New York, que s'ouvrait un procès attendu par toute la presse depuis des mois. Celui de Ghislaine Maxwell. L'ex-compagne de Jeffrey Epstein risquait très gros. Un procès à huis clos, sans caméra et sans appareil photo, et sur toutes les lèvres, une seule et même question. Qu'est-ce qu'elle va raconter? Est-ce qu'elle va dire des choses? Est-ce qu'elle va
faire un deal. Soit effectivement qu'elle commence à expliquer le système Epstein, mais dans ce cas-là, elle doit plaider quasiment coupable. Et elle s'expose à 35 ans de prison. Seule capable de lever intégralement le voile sur l'un des plus grands scandales sexuels de tous les temps, Ghislaine Maxwell choisissait de plaider non coupable de la totalité des chefs d'accusation retenus contre elle, dont ceux de trafic sexuel de mineurs et d'agression sexuelle sur mineurs. Elle déclarait « Je n'ai commis aucun crime ». Tout au long des 25 jours d'audience, Ghislaine Maxwell ne fera pas la moindre révélation concernant Jeffrey Epstein et d'éventuels complices au placé. C'est trop gros, effectivement, l'affaire est trop grosse pour qu'elle puisse comme ça se mettre à table, sans qu'il y ait d'ailleurs des répercussions immédiates sur sa personne. 29 décembre 2021. Après 5 jours de délibération, Ghislaine Maxwell était reconnue coupable de 5 des 6 chefs d'accusation retenus contre elle. En juin 2022, Ghislaine Maxwell a finalement été condamnée à 20 ans de prison pour complicité de trafic sexuel. Si elle n'a jamais rien dit, ni rien révélé des terribles secrets dont elle est aujourd'hui le dernier témoin, c'est qu'elle sait qu'ils peuvent être une monnaie d'échange. Et elle entend bien profiter du récent séisme planétaire. Le 30 janvier dernier a été autorisée la déclassification des archives Epstein, réclamée depuis des années et finalement autorisée par le président Trump sous la contrainte. 3 millions de documents, 180 000 photos, des centaines de milliers de mails. Plus que le simple carnet noir, c'est bien la totalité des documents contenus dans tous les téléphones et ordinateurs d'Epstein, saisis par la justice et le FBI, qui ont été rendus publics par le département américain de la justice. Mis à la disposition et livré aux yeux de tous, sur les photos, on y voit Jeffrey Epstein dans toutes les situations, dans sa vie de couple ou profitant de la présence de jeunes femmes, dans son appartement de New York, mais aussi dans sa gigantesque maison sur son île privée. Dans ses archives, on retrouve le prédateur, photographié aux côtés, ou jamais très loin, de nombreuses personnalités. Du monde des affaires, de la politique internationale, comme ici, aux côtés du prince saoudien Mohammed Ben Salman, ou d'Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien. Le monde de la culture apparaît aussi dans les photos mises au jour, comme ici Woody Allen, Michael Jackson ou Mick Jagger. L'une des forces de cette toile que Jeffrey Epstein a su tisser, c'est de faire se rencontrer et donc de connecter de manière très réelle des univers qui ne se fréquentent pas habituellement et pas comme ça, en tous les cas. Et donc, Jeffrey Epstein, dans des moments qu'il organise, arrive à faire asseoir à sa table chez lui des artistes de renommée internationale avec des personnages, par exemple politiques ou des capitaines d'industrie de premier plan. Et c'est pour lui, en se mettant au centre de cela, une manière de montrer aux uns et aux autres qu'il est au centre de ce jeu. Des invitations faites aux puissants de ce monde et des moments qui pourraient paraître presque anodins s'il ne montrait pas un homme condamné pour pédocriminalité. Comme sur cette vidéo où Jeffrey Epstein court dans la cuisine de la villa de son île privée avec, derrière les carrés noirs, ce qui semble être de très jeunes filles. Ou plus loin, des photos où les corps nus et les visages des jeunes femmes très jeunes ont été anonymisés par les avocats. Des jeunes femmes parfois seules, face à l'objectif, souvent avec les hôtes d'Epstein. Comme ici, dans un jacuzzi, avec Bill Clinton, l'ancien président démocrate américain, qui aurait voyagé, dit-on, plusieurs fois dans le Boeing d'Epstein, à destination de l'île des Petites Antilles. Mais pour toutes ces célébrités,
La révélation de ces photos peut être un choc. Pour certaines, le prix à payer va même se révéler très lourd. Dès les premières heures d'ouverture des archives, c'est la monarchie britannique qui est à nouveau mise à mal. C'est d'abord Sarah Ferguson, l'ex-femme du prince Andrew, qui dans un mail demande à Epstein de l'épouser. Puis dans un autre, ayant besoin d'argent, elle supplie l'homme d'affaires de l'embaucher. Quant au nouveau cliché d'Andrew, le jeune frère du roi, ils vont emballer à nouveau les médias britanniques et ceux du monde entier. On le voit en position équivoque, près d'une femme allongée. Jeffrey Epstein dit du prince Andrew, il y a une personne au monde qui aime le sexe plus que moi, c'est lui. Et c'est vrai que dans la séquence actuelle, on a le sentiment d'une chute qui n'en finit plus. C'est-à-dire qu'avec chaque séquence de révélation, on a des informations supplémentaires qui sont parfaitement accablantes et qui font que le roi, Charles III, se trouve mis en difficulté, le prince et la princesse de Galles se trouvent presque obligés de communiquer, pas de parler directement, mais en fait de faire comprendre à la fois au royaume, aux Britanniques et au monde qu'elles saisissent véritablement la gravité de ce qui est reproché à un personnage qui a été après tout le fils préféré de feu reine Élisabeth. Déjà banni de la famille royale et déchu de tous ses titres par le roi, l'ex-prince Andrew a même subi l'humiliation d'une arrestation au petit matin du 19 février dernier. La justice britannique le soupçonnant d'avoir transmis des informations économiques et financières dans l'exercice de ses fonctions. Au moment où il côtoyait Jeffrey Epstein, le prince Andrew, en effet, était émissaire du Royaume-Uni pour le commerce international. Côté politique, c'est Peter Mandelson, proche du Premier ministre et ancien ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington, qui a provoqué le scandale. Intime d'Epstein, lui aussi, vient d'être piégé par l'ouverture des archives. Peter Mandelson, qui est pris en photo dans une tenue assez légère, aux côtés d'une jeune femme. Est-ce qu'il y a une personne à laquelle on demande de prendre cette photo? Est-ce que Peter Mandelson sait qu'il est pris en photo? Est-ce qu'il y a un dispositif de photographie ou de vidéosurveillance qui est dissimulé? Auquel cas, il y a une intention derrière ce dispositif. Et quelle est cette intention et au service de qui ou de quoi se manifeste-t-elle? Accusé également d'avoir transmis à Epstein des informations boursières sensibles, Mandelson a dû quitter depuis la Chambre des Lords. Au Royaume de Norvège aussi, le scandale est total. Une dizaine de personnalités du pays apparaissent dans les dossiers d'Epstein. Parmi elles, Thorbjørn Jagland, l'ex-premier ministre et président du comité Nobel, désormais accusé de corruption, a vu ses propriétés perquisitionnées. Et à Oslo aussi, la famille royale n'est pas épargnée. La princesse Mette-Marit, épouse de l'héritier du trône, a dû s'excuser publiquement après les révélations d'échanges de mails avec le prédateur sexuel. On trouve des phrases, des propositions qui renvoient à des actes, à des décisions qui sont troublantes, sinon parfois carrément accablantes. Et quand la princesse dit que Paris peut être un lieu idéal pour tromper sa conjointe, donc pratiquer l'adultère, mais c'est en Scandinavie et notamment en Norvège que l'on trouverait les meilleures épouses. Pourquoi dire cela ou écrire cela à Jeffrey Epstein? Ces derniers jours, des mails exhumés des archives révèlent aussi les connexions du milliardaire américain avec le continent africain. En Côte d'Ivoire, entre 2011 et 2018, à plusieurs reprises, il échange avec Nina Keïta, mannequin et nièce de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Pour qu'elle lui présente des jeunes filles, je les préfère en dessous de 25 ans, avoue le criminel dans l'un de ses mails. En France, la tempête souffle fort également. Sur Jack Lang tout d'abord. L'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand
accusé d'avoir profité des largesses du sulfureux milliardaire américain, tout en assurant ne rien connaître de son passé. Caroline Lang, sa fille, était-elle bénéficiaire d'un legs de 5 millions de dollars et d'une fondation offshore immatriculée aux îles Vierges, mais sans avoir rien perçu ni rien déclaré au fisc français. Une enquête du parquet national financier a été ouverte pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Devant le scandale, Jack Lang a choisi de démissionner de l'Institut du monde arabe qu'il présidait depuis 13 ans. Autre révélation des archives Epstein, Fabrice Edan, un diplomate français qui a échangé des dizaines de courriels avec le pédocriminel américain, lui faisant bénéficier de nombreuses informations diplomatiques. Dès 2013, le FBI avait alerté sur les consultations de sites pédopornographiques par Fabrice Edan, alors même qu'il travaillait aux Nations Unies à New York. Exfiltré puis recasé au Quai d'Orsay et enfin à l'UNESCO à Paris, Edan a continué à fréquenter l'appartement d'Epstein, avenue Foch. Enfin, dans l'affaire Jean-Luc Brunel, l'ex-agent de mannequin qui s'est suicidé à la prison de la Santé, ce sont désormais 10 femmes qui le mettent en cause. Le 18 février dernier, la procureure de Paris a annoncé ouvrir 2 grandes enquêtes sur l'affaire Epstein, avec un premier volet consacré aux infractions à connotation sexuelle et un deuxième en lien avec le parquet national financier pour faire la lumière sur toutes les ramifications économiques et financières de ce gigantesque dossier. D'autres noms français sortiront probablement, ce qui ne veut pas dire, il faut insister là-dessus et le repréciser, n'implique pas une culpabilité et encore moins une condamnation. Chaque jour qui passe apporte désormais de nouvelles révélations. Et avec le nombre de personnalités impliquées, impossible d'endiguer les thèses complotistes. La force de l'affaire Epstein, c'est que par sa dimension, l'ampleur et la gravité des crimes, elle ouvre une boîte à l'intérieur de laquelle vous pouvez donner libre cours à votre imagination et en cela prédire tout un tas d'issues possibles. À ce stade, rien ne peut être exclu. Aujourd'hui circulent sur les réseaux sociaux les rumeurs les plus folles, comme des sacrifices humains dans une propriété du pédocriminel et même d'actes de cannibalisme. Les dossiers d'Epstein sont peut-être loin d'avoir livré tous leurs secrets.